Retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Marcel Agbessinou et Frédéric Azeglo. On va maintenant continuer sur le Mali. Au Mali, Issa Kaoun Jim a été placé sous mandat de dépôt. C'était le mercredi 13 novembre, interpellé dans la matinée à son domicile. Il est poursuivi pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information et sera jugé le 12 février prochain selon les informations confirmées par des médias, par des sources judiciaires maliennes et par l'entourage d'Issa Kaoun Jim. L'arrestation de cette personnalité à la fois politique et religieuse et médiatique bien connue des Maliens fait suite à un courrier de plainte envoyé, c'était le 12 novembre, par le Conseil supérieur de la communication, le CSC du Burkina Faso, à la haute autorité de la communication du Mali. L'instance burkinabé dénonce les propos tenus dimanche lors d'un débat sur la chaîne privée malienne Joliba TV News. Issa Kaoun Jim avait moqué les dernières affaires de coup d'État déjouées au Burkina, orchestrées selon lui par les autorités. Alors, je replante juste rapidement le contexte. Il y a juste quelques jours, les autorités burkinabées avaient indiqué que une nouvelle tentative de coup d'État avait été déjouée, qu'on aurait proposé 5 milliards de francs CFA à des militaires pour qu'ils puissent orchestrer un coup d'État contre le régime d'Ibrahim Traoré. Les reportages ont été effectués sur la scène. Eh bien, sur une télévision malienne, Monsieur Issa Kaoun Jim a moqué cette information, jugeant que c'est une information fantaisiste donnée par les autorités burkinabées. Le Burkina s'est plaint et le Mali décide de mettre sous détention son citoyen. Ça veut dire quoi? Entre pays de l'AES, on préfère la solidarité au respect de droit à la parole? Oui, le droit à la parole, quand j'ai appris l'information, je m'en suis beaucoup inquiété. De manière à ce que même si lorsque j'arrivais ici pour ce débat, et quand mon frère Marcel Agbessinou nous parlait de Patrice Talon, j'avais eu peur. Bon, le Togo n'est pas membre de la J'avais eu peur pour lui. Mais bon, moi, à mon humble avis, mon petit avis, et Issa Kaoun Jim juste avait donné son opinion. Il avait donné son opinion. Alors, on ne peut pas interdire à quelqu'un de donner son opinion. Moi, je n'ai aucun élément, aucune information claire sur cette tentative de coup d'État ou non. Et donc, je n'en dis rien. Maintenant, il faut lui poser la question de savoir le pourquoi il trouve que c'est une information fantaisiste et que ça n'a pas de fondement. Que peut-être on l'aurait déposé quelque part pour lui poser des questions. Mais dire qu'il est arrêté, il est arrêté pour ça. Bon, chaque pays a sa constitution. Chaque pays a ses lois qui le gouvernent. Peut-être dans la constitution, les lois qui régissent la vie publique au Mali, il peut être bon, normal qu'on arrête Issa Kaoun Jim pour avoir jeté de l'opprobre sur le coup d'État qu'on a déjoué au Burkina Faso. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Marcel Agbessinou, est-ce que vous trouvez qu'il est normal qu'un pays mette sous détention son citoyen parce qu'il aurait participé à une émission télévisée et aurait critiqué une information relative, parce qu'ici nous faisons des débats sur l'actualité internationale aussi, et si on doit se sentir menacé que tel pays écrive à la HAC pour se plaindre, les Ivoiriens diraient on est où là? Je vais vous donner quelques pistes. En droit international, il y a quelque chose qu'on appelle principe de réciprocité. Oui. Ce principe de réciprocité régit les États qui signent des traités ou des accords bilatéraux. Et si nous partons de cette hypothèse, de ce dogme, qui est l'accord, ou bien l'AES, et l'AES aujourd'hui est formé par au moins 2 ou 4 États, appelés les pays du Sahel. Et ça regroupe le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Pour le moment, on ne sait pas. Le quatrième, c'est qui? La liste n'est pas toujours. Je crois que la liste n'est pas toujours exhaustive. Et quelles sont les dispositions
qui sont contenus dans leurs traités, dans leurs accords qu'ils ont établis entre eux. Personne ne sait. Mais j'ose croire que la réponse affirmative n'est pas négative. Ou bien la réponse négative n'est pas de mise. Parce que si ce n'est pas prévu dans le traité qu'ils ont passé entre eux, c'est-à-dire que le Burkina Faso et le Mali, s'il n'y a pas le traité, s'il n'y a pas la convention là qui a prévu cet acharnement contre des hommes politiques ou bien des journalistes, on ne peut jamais arrêter la personne et parfois le remettre à l'État qui a demandé qu'on l'arrête. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, la France n'extrade pas comme ça ses nationaux vers des pays étrangers. Raison pour il y a des arrêts là que nous citons dans la jurisprudence administrative. L'arrêt Koné, Moussa Koné, l'arrêt Koné de 1996 en dit long. Donc, si nous remettons l'arrêt là dans l'arsenal juridique interne des deux États, est-ce qu'ils ont signé l'accord pour au moins ils ont signé l'accord pour protéger les nationaux, ou bien ils ont signé l'accord pour livrer leurs propres citoyens? C'est ce que, parce que je n'ai pas en face de moi le traité régissant les deux États, parce que je sais qu'ils sont dans une alliance appelée l'AES, la fédération, l'AES. Mais là où je doute et j'ai la psychose est que pourquoi arrêter une telle personne qui fait partie du Conseil national pour la transition, c'est un vice-président d'ailleurs, qui faisait partie, parce qu'après il a démissionné. Il était un grand soutien d'Assimi Goïta. Voilà, il était un grand soutien d'Assimi Goïta après avoir pris sa distance, parce que il est en train de constater avec découragement que Méli Melo, on est en train de proroger la transition. Normalement, on devait mettre fin la transition qui a été installée par Assimi Goïta et ses amis. Donc, il a jeté l'éponge et après, il a l'émission qu'il a eu à faire sur Joliba TV la fois dernière, parce qu'il a critiqué les autorités du Burkina Faso que le coup d'État là, c'est pas un coup d'État, c'est monté de toutes pièces. Et il a critiqué le militaire qui est au pouvoir. Il a parlé de mise en scène. Oui, mise en scène. Il a parlé d'images pas professionnelles visant à détourner l'attention de l'opinion des vraies questions. Effectivement, c'est parce que c'est ce qu'il avait dit. Mais il a oublié que les deux nations sont dirigées par les putsch. Et les putsch là, ils ont les mêmes cassettes et les mêmes CD. Si il est en train de critiquer les Burkinabés, la junte au pouvoir au Burkina Faso, c'est comme s'il critiquait indirectement Assimi Goïta qu'il a eu à quitter. Ouais, donc, pour pouvoir protéger les putsch qui sont au pouvoir au Mali, pour au moins dire que nous sommes derrière vous, mes amis, nos amis burkinabés. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors, dans sa lettre de plainte, la lettre que le Conseil supérieur de la communication burkinabé a adressée à la RAC malienne, elle a parlé des relations fraternelles de l'AES pour demander aux autorités maliennes de réagir. Ça donne l'impression comme si finalement au sein de l'AES, toutes les populations doivent voir les choses dans le même sens que les autorités. Oui, c'est ce que cela laisse voir. Et c'est grave pour l'Afrique. C'est grave pour l'Afrique. Il est vrai, la réaction du Burkina Faso en envoyant une plainte au Mali n'est pas gauche. C'est normal. Si on dit quelque chose contre votre État qui ne vous plaît pas, je crois en diplomatie, qu'est-ce qu'on fait? Il se passe quelque chose dans un État contre vous, on convoque l'ambassadeur et on lui dit, bon voilà, expliquez-nous ceci. Peut-être les autorités burkinabées ont procédé comme ça et l'ambassadeur leur aurait dit, mais l'État du Mali n'est pas associé à cette déclaration de Issa. Et maintenant, les histoires transmises au Mali, on va dire, Issa venez expliquer d'où vous tirez vos explications. Alors jusque-là, je ne sais pas si Issa serait extradé
au Burkina Faso, ce n'est pas possible. Il n'est pas citoyen burkinabé. Ah oui, il n'est pas citoyen burkinabé. Il ne serait pas extradé. C'est malien. Peut-être. Il y a une solidarité entre les militaires au pouvoir dans les 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il est vrai, n'ont pas lu tous les textes qui régissent la vie entre eux dans l'AES, mais je crois qu'il y a une solidarité qui ne dit pas son nom. Et c'est au nom de cette solidarité-là qu'on voudra faire peur aux citoyens qui seront. Puisque peut-être si on laisse Issa critiquer ouvertement le Burkina Faso, vous trouverez un Burkinabé opposé à Ibrahim Traoré qui serait en train d'engueuler Assimi Goïta depuis le Burkina Faso. Je crois qu'ils sont en train de vouloir imposer une conduite à leur guise dans leur espace qu'ils sont en train d'appeler AES. Et ce qui j'ai envie de dire, interroge aussi beaucoup d'autres personnes, c'est la réaction un peu excessive des autorités maliennes. On parle d'émissions télé, des propos ont été tenus, et puis on interpelle la personne est jetée en prison, et elle sera jugée le 12 février, donc de novembre à février, ça fait quand même un bon moment, juste pour des propos. Beaucoup estiment que c'est excessif. Non, c'est excessif à la part de qui? Des autorités maliennes, la réaction. Elle est disproportionnée. Oui, elle est disproportionnée. Hein. Les autorités maliennes, moi je suis un peu surpris lorsque j'ai eu l'information. Je croyais que c'est eux qui sont diffamés, mais je ne savais pas que c'est leurs voisins burkinabés. C'est pourquoi je me suis questionné mille et une fois en me posant la question: quelles sont les dispositions constitutionnelles et réglementaires issues de leurs accords bilatéraux et régionaux? Parce que si et régionaux, plutôt les accords régionaux. Donc si vous voyez comment est-ce que l'AES s'est constitué précipitamment, c'est comme si on veut sécuriser l'espace militaire malien et burkinabé et nigérien. Donc ça laisse quelque chose, ça laisse le cœur au ventre. Ça ne laisse pas, même au Mali, il y a des informations. Nous avons des frères, nous avons des amis qui sont au Mali, qui nous donnent des informations les plus sûres, que chaque jour qui passe, il y a des arrestations. Quiconque qui veut oser un peu son ton, sa voix, pour critiquer les autorités militaires qui sont au pouvoir au Mali, la personne est rapidement mise aux arrêts. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on veut demander à la population: taisez-vous, nous on veut gouverner. Ça ne peut pas se passer à ce 21e siècle finissant en Afrique. Il y a eu une réaction d'une personnalité qui a requis l'anonymat, qui a dit: les dictateurs sont décidés à se serrer les coudes. Mais ça a été toujours comme ça. Si tu as les mauvais compagnons, ou bien je peux dire qu'ils sont des militaires qui ont suivi pratiquement les mêmes formations, et voilà qu'ils se retrouvent au sommet des États. Et au sommet des États, face à par rapport à des antécédents que nous avons vus, des civils qui ont gouverné ces pays, et ils sont vomis. Voilà que eux ils sont là, bon gré mal gré. Les gens disent que pour eux c'est mieux. Donc ils veulent maintenant établir leur hégémonie, leur souveraineté à travers toute la région. Et la région là, voilà la région baptisée AES. Et quiconque qui ose son temps pour critiquer un militaire, un putsch ou bien un chef putschiste qui est au pouvoir est mis aux arrêts. Voilà ce qui s'est passé au Mali à la demande des autorités du Burkina Faso. Ça donne maintenant une jurisprudence pour les autres États. Si quelqu'un veut aussi oser son ton, veut sortir dans sa coquille pour insulter, pour diffamer, ou bien pour faire une émission radiophonique, ou bien une émission de toute envergure au Niger peut-être par exemple, à lui, il n'a qu'à bien se tenir.
Il n'a qu'à bien se tenir. Bon, on parle aussi, on parle de la réaction des autorités maliennes, mais il faut dire quand même que le personnage dont nous parlons, Issa Kaou N'Djim, on l'avait dit, c'était un allié du régime Assimi Goïta. Il a été un temps vice-président du Conseil national de transition avant de rompre avec ses alliés. Il a été emprisonné il y a quelques années et condamné il y a 3 ans à de la sursis pour atteinte au crédit de l'État et injures commises. Le personnage en question est aussi beau-fils et ancien porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, lequel imam aussi est en rupture de banc avec les militaires et aujourd'hui en exil. Dans son pédigré, ça fait beaucoup pour que les autorités lui en veuillent. Hein. Oui, vraiment. Parce que quand vous voyez d'où il est issu, de quoi il est capable, il est gênant. Il est gênant. Vous savez, en Afrique, les Africains ont une qualité. Je ne sais pas si c'est une qualité, c'est un défaut. Je serais en train de parler, je serais en train de vouloir parler de Samuel Niaoui, mais je serais en train de dire Marcel Agbessino, Marcel en Nigeria, Samuel. De manière que lorsque Samuel va réagir, on va dire oui encore. On n'a pas appelé. Donc, Issa serait en train d'injurer Assimi Goïta directement. Pas personne interposé. Puisque chez Assimi Goïta et Tiani, Traoré sont dans le même schéma. Et donc, ceux qui admirent Goïta admirent forcément Traoré. Et donc, celui qui insulte Traoré insulte forcément. Donc, on est en train de payer, de rendre une monnaie à Issa dans son Mali natal. Vivement que les autorités soient souples envers lui. En tout cas, son procès est prévu pour le 12 février prochain. Il sera jugé. Et dans le même temps, Joliba TV a été convoqué par la HAC. La chaîne a répondu à l'invitation. Et aucune décision n'est issue de cela. Il faut attendre des sanctions contre la chaîne de télévision. Non, c'est comme ça. C'est le receleur et le recel. Donc, on ne peut pas condamner l'autre et laisser la main libre là où on a fait l'émission. Ça, c'est... Oui, mais vous savez, des fois, moi, je suis journaliste, ça fait 16 ans maintenant, et j'anime des débats depuis 14 ans. Et on n'est pas toujours responsable des propos que les gens tiennent. Vous pouvez inviter quelqu'un qui lâche des mots, essaie de le recadrer, mais ça ne marche pas. C'est vrai qu'au niveau du droit de la communication, on parle de la responsabilité en cascade, on va convoquer les responsables, tout cela. Mais il faut comprendre, on ne peut pas inviter des gens et leur mettre des mots dans la bouche. Non, c'est pas logique. Mais la HAC est aussi dans sa logique. Il fait la HAC. Nos HAC en Afrique, on a plus l'impression d'avoir des haches que des HAC. Je ne parle pas du Togo, suivez mon regard. Non, je sais. Je sais que personne n'ose parler du Togo. Comment nous sommes à Togo, on parle du Togo. Mais si tu as des propos désobligeants, tu vas répondre. Presque la majorité des HAC qui sont des haches. Ils sont des bottes du pouvoir politique. Donc, on se fait convoquer, on va quitter ce sujet. On va revenir au Togo, vraiment. On va revenir au Togo avec le dernier sujet. On va parler maintenant du sport. Les éperviers du Togo privés d'une 4e participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éperviers ont vendangé mercredi le reste de l'espoir qui leur était encore permis d'imaginer pour une éventuelle qualification à la CAN 2025 lors du match de la 5e journée qui les opposait au Libéria à Monrovia. L'équipe de Nibombe Daré s'est fait battre sur le score d'1-0, but marqué sur penalty d'ailleurs, penalty à la suite d'une main involontaire du capitaine Jen Dakonan. Alors qu'il commettait donc un faux pas face au Libéria à l'entame des éliminatoires ici à Lomé. 1 but partout. Les éperviers n'ont pas pu se reprendre mercredi face à leurs adversaires. Et donc, le Togo n'ira pas à la CAN 2025. C'est long. Ça fait la 4e CAN de suite à laquelle les éperviers ne participent pas. On regarde, on garde l'espoir. À la fin, on est déçu. J'ai envie de demander, qu'est-ce qui ne va pas avec ces garçons? Vraiment.
Épervier, oh, épervier, on va gagner le match. On n'a toujours pas gagné le match. On n'a toujours pas gagné le match. Je veux dire, il faut recomposer l'équipe. Il faut revoir la direction, il faut remettre en cause ce qui nous dirige jusqu'ici. Il faut remettre en cause, il faut refaire. Moi, je ne suis pas très footballeur. Je ne suis pas très footballeur. Je regarde juste un match de football si le Togo a un match. Et donc, des gens supportent des équipes en Europe, quand ils trichent à maille, je comprends même pas ce qu'ils disent. je connais même pas les droits des équipes. Je ne suis pas football. Mais, toutes les fois que le Togo a un match, je suis tellement patriote que je suis. Et donc, je demanderai à ceux qui ont en charge le sport de fouiller, rechercher les vrais acteurs. De fouiller, rechercher les vrais acteurs. Parce qu'il n'y a pas une différence entre un Togolais et un Ghanéen. Il n'y a pas une différence entre un Togolais et un Béninois. Il n'y a pas une différence entre un Togolais et un Ivoirien. Alors si nous sommes sur une côte et les autres doivent évoluer et que nous, tu vois, au Strapontin, au bas de l'échelle, cette fois, c'est pas bien. Alors moi, je demanderais, si je peux demander à ceux qui ont en charge du football, de remettre encore tout le monde, d'aller dans les villages, dans les écoles, chercher des jeunes, des petits qui peuvent jouer et relever la tête de notre cher Togo. Mais revenir chaque fois dire qu'on est battu, on est aussi battu sur nos stades ici à Kégué, on est battu à Lobé, on est battu ailleurs. Ça fait honte d'être Togolais quand on parle de football. Hein, vraiment, c'est pas très football, mais il faut vraiment voir les Togolais, les personnes qui vont jouer au Togo, pour que le sport redevienne une source de satisfaction, de joie pour les citoyens. C'est vrai que quand l'équipe joue, tout le monde garde l'espoir d'une victoire. Marcel Agbessinou, qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, le malheur ne vient pas seul. Lorsque j'ai vu, ou bien j'ai été informé que la faute a été commise, penalty, c'est Jen Diakonan, le capitaine, je suis déçu et découragé, mais je me suis relevé tout en disant que le mauvais jour d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Le Togo est en train de traverser des soubresauts dans sa vie politique, sportive, économique et beaucoup de choses sociales. Tous les pays traversent des choses comme ça. Ça fait que aujourd'hui, nous n'avons pas quelqu'un qui peut taper du poing sur la table pour mettre fin au bordel, pour mettre fin à la récréation. Depuis que nous étions en 2006 au mondial, après ça, on n'a plus une équipe digne de ce nom. À l'époque, c'est vrai, il y a certains qui jouent de l'anathème de l'OPOM sur l'équipe de 2006, on n'a pas de l'équipe, mais on a des têtes qui jouaient. On a des Agassa Kossi, on a Denis Bombé Daré qui est maintenant entraîneur. On a Chi Adebayo qui est dans l'attaque et il ne rate pas des occasions. Mais ça, quoi qu'on dise, c'est une équipe. Et il y a une cohésion dans le football togolais à l'époque. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons depuis pratiquement plusieurs années, on a vu des entraîneurs expatriés, des Européens, qui étaient à la tête de notre fédération, et des résultats ne sont pas escomptés, mais ils tiennent toujours. Pas de la fédération, mais de l'équipe. De l'équipe, voilà, de l'équipe, et ils refusaient de démissionner. Lui, était ce qu'on a fait au stade de Kégué, en présence du chef de l'État. Vous parlez de graines du Togo ou je ne sais Claude pas. Leroy devait être à la tête et à Zuka maintenant. Donc c'est en présence de... Parce que les Togolais demandaient la démission de Claude Leroy, mais personne ne dit rien à l'époque. Est-ce que le chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, que je salue avec respect et honneur, était au stade aux côtés de Claude Leroy. Voilà que les Togolais ont commencé par huer sur Claude Leroy. Claude Leroy, démission. Claude Leroy, démission à Kégué. Peut-être vous oubliez les circonstances. Et après, ça n'a même pas duré qu'il y a
peut-être on a poussé Claude Leroy à démissionner. Il y a un blanc qui est venu encore, lui-même il a démissionné parce que Parler Duarte. Voilà à peu près les circonstances. Et il y a aussi certains qui sont aigris du football togolais. Et il y a des antécédents entre ceux qui ont piloté le football togolais et les joueurs, entre eux, les anciennes gloires. Ça ne marchait pas entre eux. Et aujourd'hui, c'est l'un des anciennes gloires qui est à la tête de l'équipe. Tout est à refaire, comme l'a dit le jeune Gabonais. Maintenant, si tout est à refaire, est-ce qu'on doit parachuter des joueurs de l'Europe qui ne maîtrisent même pas la pelouse? La pelouse togolaise, c'est un peu compliqué. Ça, c'est une phase. Il n'y a pas la cohésion entre eux. Eux, ils se voient déjà qu'ils sont des stars. Ils jouent comme ils sont des stars, alors que le gros du travail, c'est sur les pelouses. Ce que je dénombre, ou bien ce que je dénonce avec véhémence, est que la dernière fois, le dernier match, les gens là, les Libériens étaient déjà au stade de Kégué et ils ont verrouillé nos stades avec des cérémonies, je ne sais pas, des cérémonies avec des eaux, tout ça là, au moment où nos éperviers n'ont même pas quitté leur hôtel. Ça fait que il y a certaines personnes qui disent que pourquoi on a laissé les étrangers venir tôt au stade et faire ce genre de cérémonie. C'est pas cérémonie, mais c'est quelque chose. Donc c'est les cérémonies qui ont fait que nous avons joué. Non, peut-être ce sont des préparations que les supporters dénoncent que non, normalement. On sait aujourd'hui que le et voilà que les éperviers étaient venus avec Shingong, les joueurs qui marchaient comme s'ils sont des stars. On va revenir c'est un peu compliqué. Oui, on va revenir maintenant, on ne peut pas dire qu'ils ont mouillé aussi leur maillot. Ils ont mouillé le maillot, mais on leur demande pas de mouiller le maillot, on leur demande de gagner. Non, le football, ça a été toujours comme ça. Si tu as mouillé le maillot, tu ne marques pas. tu peux Parce jouer, mais quand ils voyagent, c'est les frais des Togolais. Ah oui, c'est le contributeur togolais. Qu'on oublie cet aspect aussi. Il y a beaucoup qui disent, et quand souvent une équipe de football perd, on regarde vers l'entraîneur, que Nibombé Daré n'est pas à la hauteur. Oui. Je ne suis pas football. Mais quand Nibombé Daré. Rapprochez-vous un peu du. Quand Nibombé Daré n'a que à l'idée des défaites jusqu'à ce qu'il n'a pas arrivé, il n'est pas arrivé à qualifier le Togo pour la CAN 2025. À sa place, je démissionnerai déjà. À sa place, moi je partirai. Parce que je n'attendrai pas pour qu'on vienne me dire pas. L'Africain ne démissionne pas. Oui, mais à sa place, moi je démissionnerai. Je ne suis pas très football, donc je n'ai rien à lui reprocher. Ce que moi j'attends, c'est le résultat. C'est que à la prochaine CAN, je puisse me tenir devant mon petit écran et voir les Togolais jouer Togo. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas pu offrir ça, je crois qu'il devait partir. Puisque nous suivons les informations sur les chaînes internationales, les entraîneurs qui n'arrivent pas à donner la victoire qu'on espère d'eux à leur équipe ont été toujours limogés. Ça ne commence pas comme cela, pas par lui. Et moi, à leur place, je partirai. À sa place, à la place de Nibombé Daré, je partirai. Il a servi le Togo. Il a joué, il a été une ancienne gloire du Togo. Il a fait pour lui. Mais s'il ne se retrouve pas, s'il ne peut pas donner ce que le Togo veut, eh bien, je demande aux autorités sportives togolaises de fouiller, trouver un technicien qui puisse offrir au public sportif togolais la victoire dont nous avons besoin pour être dans le Conseil des Nations du football de notre époque. Parce que quand on regarde en fait le fond de jeu des éperviers, on a l'impression que Nibombé Daré n'a pas encore réussi à trouver cette équipe type là. Il est sélectionneur, donc c'est à lui de sélectionner, donc de trouver les joueurs qu'il faut. Et ça veut dire quoi? C'est lui qui n'est pas à la hauteur du travail, ou bien on va juste se dire il est trop tôt pour le juger? Non, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire qu'il n'est pas à la hauteur ou bien il est à la hauteur. Il vient d'arriver. Ça fait quand même il a joué au moins 2 nuls. Il a joué 2 nuls. Il a fait mieux que ses prédécesseurs. C'est pas les nuls qu'on recherche. Non, Daré a fait mieux que les Blancs, les expatriés là. Donc, ce que moi je dis, donnons encore une petite chance à Daré. Je sais, ce n'est pas Daré. La qualification là, elle est passée, hein.
Non, on va rester à la maison au moins pour les quatrième fois. Parce que pour les quatrième c'est pas très bien, quoi. C'est touchant. fait beaucoup. C'est pas très bien. C'est pas bien. C'est regrettable, mais à défaut de ce qu'on cherche, on se contente de ce qu'on a. Donc, donnons la chance à Daré. Ceux qui ont critiqué l'arrivée de Daré ont raison aujourd'hui. Non, ce n'est pas Daré qui est le problème du football togolais. Le mal demeure, le mal est quelque part. C'est quoi le mal? Le mal est qu'il n'y a pas la cohésion. Il y a l'amitié à la place de l'amitié. Il y a certains qui sont culpabilisés de ne plus jamais voir le football. Tout ce monde sont là. Il y a certains anciens gloires, certains joueurs qui aujourd'hui, excusez-moi le terme, il ne fait que creuser des tombes avant de manger. Tout ça là, il faut revoir. Il y a certains qui ont eu des balles assassines à quelque part et personne ne les supporte. Et vous pensez que dans ces circonstances, voilà, il y a une mise en scène qui a été passée entre-temps, quelqu'un qui dit que c'est lui qui a miné le stade. Ça, moi, je ne considère pas ces propos, mais il faut traiter le mal, il faut voir. Est-ce que ceux-là qui Marcel, dans tous les pays, au Ghana, il y a des problèmes dans la fédération. En Côte d'Ivoire, il y en a partout, il y en a. Maintenant, démarquer de ça, aller de l'avant, donner la victoire, donner la joie aux citoyens, c'est tout. Mais la joie là, ce n'est pas une seule personne qui peut donner la joie. Ce n'est pas Daré seul qui va donner la joie. Mais attends, si on le sélectionne, on le met là, c'est pour donner les résultats. Il n'y a pas les résultats. En tout cas, moi, je ne suis pas très football. Hein. Donc, que je ne sois pas jugé sur ça, mais je vois que le travail qui a été assigné, les résultats escomptés, il ne l'a pas donné. Et lui-même, je l'ai écouté parler sur RFI, il a dit que voilà, il va avoir 3 points et dès qu'il donne ça, il pourra faire un point des efforts pour être qualifié. Mais vous savez, moi je dis plutôt qu'il a mieux fait plus que ceux-là qu'il avait. Il a eu les 3 points. Non, mais moi je dis que ces résultats sont un peu probants. Ces résultats sont à encourager que de dire qu'il n'a rien fait. Est-ce que celui-là qu'on va ramener, est-ce que c'est un national ou bien un étranger? Je me rappelle, en 1982, le Togo a joué contre le Nigeria, a donné 4-0 au Nigeria. C'est Togo. Mais vous savez, 4-0 au Nigeria. L'autre a dit. Le Togo a rencontré. Nous devons vivre avec le Togo a rencontré la Côte d'Ivoire et a massacré la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus faire ça au XXIe siècle? Pourquoi est-ce que nous devons rester au bas de l'échelle chaque fois? Il y a le football, vraiment, il y a la technicité. Celui qui travaille plus gagne plus. Maintenant, travaillons. Est-ce qu'on a mis les moyens? Nimbombe n'a pas réclamé des moyens qu'on ne lui a pas donnés. Il n'a pas demandé de quelque chose qu'on ne lui a pas donné. Mais il ne veut pas oser dire ça. S'il n'a pas les moyens, vous pensez qu'il va dire ça? Il n'a pas demandé quelque chose qu'on ne lui a pas donné. Il ne exposer ça publiquement. Et il faut vraiment. Il venait d'arriver, il ne veut pas exposer ça publiquement. Les états généraux du football au Togo chercher de nouveaux acteurs afin que nous puissions espérer des résultats. Même si on espère des résultats, on n'est pas allé en quart de finale, en demi-finale, mais on voudrait juste être qualifié. Lorsque le Togo était qualifié, très souvent le Togo était qualifié, le Bénin n'était pas qualifié. Aujourd'hui, le Bénin est devant nous. Le Burkina Faso est devant nous. Ce qui fait beaucoup mal à certaines personnes, c'est de dire que lorsque la CAN était à 16, on y participait souvent. Elle est à 24, hein, si je ne m'abuse, et on a du mal à y participer. Vous savez, la roue de l'histoire tourne. Aujourd'hui, on dit que les premiers seront les derniers. Qui dit ça? Il y a confirmé ça. Si c'est que il y a la possibilité pour faire les révisions constitutionnelles bibliques, on peut toutefois le Togo puisse va sauter. C'était parti. Mais que aujourd'hui, le Togo doit être toujours parmi ceux-là qui seront déclarés les équipes, les 24 là, parmi les 24 équipes, il y a certains qui n'ont même pas goûté au moment où le Togo goûtait. Monsieur Agbessinou, vous avez votre fille qui est en classe de 3e. Vous va mener un répétiteur. Ton fils, ta fille va au BBC, elle est chaud. Même répétiteur. L'année suivante, l'enfant est chaud. 3e année, l'enfant est chaud. Changez le répétiteur. Une minute. Pourquoi on a, à l'époque c'est 16, non? Les équipes, c'était 16. Pourquoi c'était 16? Et c'était... Si ce n'est pas... On a limité ceux qui devaient être déclarés gagnantes. C'est parce qu'on veut limiter le nombre. Si on veut limiter le nombre, si le Togo n'a pas eu la chance d'être qualifié, ce n'est pas parce que... Il y a eu 16 équipes. Il y a 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 16 é
personne ne doit forcer. Attends, la mathématique du football, c'est de C'est-à-dire que le Togo aussi, c'est parfois à la maison. Ça veut déposer le ballon. Ça veut déposer le ballon dans les filets. C'est ça la mathématique du football. On n'a pas créé. La CAF n'a pas fait la CAF pour seul le Togo. Il y a d'autres pays. Et donc on doit être régalé pendant 4 ans. Le Togo aussi. On reste à la maison. On reste à la maison. À 16, on y participait. Il faut se préparer pour mieux sauter. Oui, justement. C'est pourquoi je dis, allons chercher d'autres acteurs. Venons dans la question de la préparation, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le football est tactique, technique, et non pas la force physique. Il faut vraiment apprendre à jouer. Il faut étudier l'adversaire, le fond de jeu. Il y a beaucoup de paramètres. Quand on regarde ces garçons qui n'arrivent pas véritablement à gagner, d'ailleurs, quand on prend le match dont nous parlons, Togo-Libéria, il n'y a eu aucun but. Il y a eu juste quelques occasions qui ont été manquées jusqu'à ce que ce penalty malencontreux à la 83e minute, donc marqué par Mo Sangaré. Ça veut dire que côté Togo, on a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Parce que moi, je ne suis pas très footballeur, mais quand vous suivez un match, quand le Togolais un joueur togolais a le ballon, à la balle, ça ne dure pas. Non. Ça ne dure pas. On lui prend ça. De façon que tu es fâché, tu as envie de quitter la télé, d'éteindre la télé, d'aller regarder autre chose. Mais donc, c'est pourquoi je dis, dans chaque domaine, il y a des spécialistes. Et les autorités du football, du sport au Togo, cherchez-nous, trouvez-nous des spécialistes. Si on le fait vraiment, on le fait véritablement, on ne tient pas compte d'un homme influent qui impose son fils pour venir jouer, d'une connaissance qui impose des personnes dans l'équipe forcément. Mais donnez la chance à ceux à la charge de qui on donnera en remettant le football, donner la chance d'aller pêcher des Togolais de partout, de former une équipe homogène qui puisse être à la hauteur du football en 2024 au 21e siècle. C'est parce que la technicité n'y est pas. Pourquoi on fait bien le truc à côté au Ghana, on fait bien le truc à côté au Bénin, en Côte d'Ivoire, et nous au milieu ici on doit subordonner, humilier, on n'y chaque fois. Il faut aller fouiller ceux qui font de bonnes prouesses. Ouais. Comment est-ce que l'État de ces pays a investi dans le football? Est-ce que dans la loi de finances annuelle, ou bien la loi de finances au cours d'une année, comment est-ce qu'on le quota Général Gueye avait fait passer dans ces États. Général Gueye a fait passer des joueurs ivoiriens. Est-ce qu'il y a un quota à travers l'Assemblée nationale, à travers la loi de finances? Est-ce qu'on pense véritablement le football togolais à travers la loi de finances à l'Assemblée nationale et on vote une part, un quota pour soutenir l'équipe nationale? Si nous disons que le Bénin se qualifie, je voudrais pas que vous mettiez en cause la gestion de l'État par rapport au football. Ici, l'État a toujours été regardant dans les affaires de football. L'État du Togo a été toujours très regardant dans les affaires de football. L'État n'a pas jeté de l'Europe sur le football, non. Le chef de l'État a pris le football à bas le corps. Chaque fois, quand on parle de ministre des Sports, qui intervient chaque fois dans les affaires du football du Togo. Donc c'est le gouvernement, c'est l'État. Il a les instructions du chef de l'État pour le faire. Alors, si les résultats ne viennent pas, comme sous d'autres cieux, on limoge l'acteur, on remet notre acteur là. Moi, ce que je dis, aujourd'hui, ce n'est pas la force physique qui compte. C'est la force physique. S'il n'y a pas un budget solide, assez acceptable, pour pouvoir booster les bailleurs ont eu qu'à bouger pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est parce que le Sénégal est qualifié, le Bénin est qualifié. Entre-temps, ces pays ne sont pas qualifiés, ils étaient à la maison. Pourquoi le Togo ne se qualifie pas? Est-ce que le Togo s'investit? Lorsque le Togo, en 2006, était au mondial, le Cameroun n'y était pas. Mais si le Cameroun n'y était pas, ça leur a fait mal. Aujourd'hui, Paul Biya, peut-être, il a encore revu le budget pour soutenir. Ce n'était pas la force à Paul Biya. Non. Budget. Ce n'est pas que le budget. Le budget et aussi le suivi.
On notera quand même que ça fait la 4e fois de suite. Ça fait mal, ça fait mal. Rate donc la Coupe d'Afrique des Nations. On va suivre à la maison et je l'espère, New World TV va diffuser, New World Sport va diffuser pour ceux qui veulent suivre. Il nous reste moins de 8 minutes. Je vous l'avais promis et je voulais d'ailleurs justement interroger Frédéric Azeglo là-dessus, les élections américaines qui ont livré leur verdict. Justement, par rapport à ces élections, je vais peut-être demander à mon technicien d'enlever le titre du Togo. Là, on est en offre. On va parler donc des États-Unis avec la victoire de Donald Trump. Les médias ne l'avaient pas vu venir ainsi. On parlait d'être au coude de coude avec Kamala Harris, mais c'est une victoire sans appel. Sans appel. Et moi, j'avais dit à M. Yaounoukou, sur ce plateau, que Kamala Harris ne faisait pas le poids, ni Harris, ni Biden ne faisaient le poids devant Donald Trump. J'ai même dit que Donald Trump a dit qu'il a été le candidat élu en 2020. Oui. Et c'est cette revanche qu'il a voulu prendre et il l'a prise. Donc il n'y a même pas eu match. Harris avait compris. Mais je crois que c'est une chance pour Donald Trump de faire sa politique en Amérique. Puisque quand il était venu en 2016, on l'a trouvé qu'il était novice en politique, il n'était qu'un homme d'affaires, c'était juste, il est dans l'immobilier, il n'est pas politicien, et on jetait de l'opprobre sur le travail qu'il faisait. Mais là, il a démontré qu'il est un politicien, il est un politicien chevronné, et il a dit, je viendrai, et il est venu. Puisque s'il n'y avait pas eu cette mascarade en 2020, Kamala Harris ne serait jamais devenue vice-présidente. S'il n'y avait pas eu ça, elle ne serait jamais devenue vice-présidente. Donc, Donald Trump a pris sa place pour les 4 prochaines années. Et je lui souhaite juste bon vent. Moi, je voyais Donald Trump venir. Je le voyais venir. Et donc, voilà, son honneur a sonné de nouveau qu'il dirige l'Amérique. Les gens ont dit que Donald Trump ne se soucie pas de l'Afrique. Il est américain. Il est élu par les Américains pour l'Amérique, soit pas pour l'Afrique. Nous avons aussi nos présidents qui se soucient de nous. C'est ce qu'on attend. Oui, mais justement, c'est ce que disait M. Agbessinou, que voilà, le chef de l'État, c'est celui de football du Togo. Marcel Agbessinou. Sur les élections américaines. Oui, vous savez, l'Amérique est loin d'être gouvernée aujourd'hui par une femme. Vous voyez, l'Amérique, c'est une grande puissance mondiale. Les républicains, eux, qu'est-ce qu'ils veulent pour l'Amérique? L'Amérique d'abord, aux côtés des démocrates qui sont au pouvoir aujourd'hui, là. Biden et Kamala Harris, là, sont des démocrates. Ce qu'ils font pour l'Amérique, c'est de gaspiller les ressources américaines pour des guerres infinies dans le monde entier, que ce soit en Afrique. Ils financent la vente des armes, la vente des munitions. Et ils encouragent, c'est-à-dire ils font l'apologie des crimes et des guerres infinies. Vous constaterez avec moi, l'histoire est là. Au niveau de l'Afghanistan, les talibans sont au pouvoir aujourd'hui. Et on a créé une guerre là-bas, une guerre sans suite infinie. On crée des guerres en Israël, on finance des guerres dans le Moyen Proche-Orient et personne ne dit rien. Et les guerres là ne terminent jamais. Trump, pour lui, ce que lui veut pour l'Amérique, c'est l'Amérique d'abord. Que les Américains là, ils trouvent à manger, ils trouvent des logements, ils trouvent des dortoirs. Et il veut limiter l'immigration. Sa préoccupation, son message de campagne, c'est de limiter l'immigration. C'est d'exporter les immigrants illégaux. Et ceux mêmes qui sont légaux, il dit qu'il va les expulser. À son niveau, il dit encore qu'il va expulser les immigrants immigrés là qui sont aux États-Unis. Il y a des logements que les immigrés ont occupés illégalement, qu'ils vont faire tout possible pour restaurer ces logements là pour les Américains. Dans les grandes
villes ou bien dans les grands États où les républicains ne trouvent, où ils sont, où il y a, on considère qu'ils sont des bastions, des démocrates, c'est là où Donald Trump a gagné haut les mains. Il a dépassé sur tous les résultats globaux pour tout le pays. Il a dépassé Kamala Harris à 5 millions de voix. Oui. Il a dépassé énorme. À 5 millions de voix, c'est beaucoup. Et c'est grand. Maintenant, comment est-ce que le monde entier, comment est-ce que il est perçu mondialement? Les Occidentaux, eux, ils tiennent leur tête parce qu'ils voient que le gars, il ne leur donnera pas la chance de faire des guerres là, d'être complice de tel ou tel. Maintenant, il a gagné le Sénat. Il a gagné la Chambre des représentants. Ce que la majorité ignore, que le Sénat, c'est là où se joue le football même. C'est-à-dire que c'est là où se jouent les grandes décisions. Les grandes décisions se décident là-bas. C'est-à-dire que pour nommer des ambassadeurs, pour signer des traités bilatéraux, pour nommer des fonctionnaires et des hauts cadres, c'est le Sénat qui donne son option au président de la République, qui a un pouvoir extraordinaire, qui l'exerce dans des limites extraordinaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites extraordinaires au pouvoir de Donald Trump. Justement. Donc, il a la main mise sur toutes les institutions. Raison pour laquelle il y a certains avisés, les personnes avisées, les analystes avisés, ils disent que Trump est en train de voir son troisième mandat. Il est en train de préparer immédiatement son troisième mandat. Quand on regarde, sa victoire ne souffre de rien. Il a rappelé Sénat, Chambre des représentants. Tout est aujourd'hui entre les mains. Entre les mains de Donald Trump, oui. Vous pensez que ça va plus l'aider à, j'ai envie de dire, de mettre en œuvre sa politique? Oui, il a devant lui un boulevard. Il a devant une voie de gouverner comme il le voudra. Mais je le conseillerais, si j'avais la chance de le conseiller, de ne pas abuser heureusement qu'il de ce pouvoir-là, parce que... Ne nous fions pas à l'image que les Occidentaux ont créée de lui. C'est ça aussi le piège. Messieurs, merci beaucoup. Merci Marcel d'être passé dans cette émission. C'est avec plaisir que je vous retrouve très jeune. Oui. Avec mon co-débatteur, toujours habillé comme les Américains. Frédéric Azeglo. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi Le Monde en 7 ce samedi. Je vous retrouve le samedi prochain. Oui.